premières images du télescope James Webb. On en parle avec la scientifique Aude Bernheim. On va passer à l'infiniment petit avec vous et non pas à l'espace, quoique. Alors je précise que vous avez reçu récemment le prix du Collège de France pour les jeunes chercheuses et chercheurs pour vos travaux, on va en parler. Vous traquez les ressemblances entre l'immunité des bactéries et celle des êtres humains. Vous battez aussi pour gommer les différences entre les injustices faites aux femmes dans le monde de la science, on va en parler. Alors d'abord, je le disais, c'est vrai que c'est toute la communauté scientifique, quelle que soit la discipline respective, qui est bouleversée. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ces images très loin au-dessus de nos têtes ? Ah bah c'est bouleversant comme vous le dites. Je pense que pour même pas que les scientifiques, tout le monde, de voir toutes ces étoiles et ces pouponnières et toute la naissance, bah ça fait un choc. Et dans le bon sens du terme, on se dit qu'il y a encore tellement de choses à découvrir. Donc, vous y connaissez quelque chose ou pas du tout ? Absolument rien. Voilà. Ça peut rassurer celles et ceux qui nous regardent et qui sont un peu perdus, même si on tente de leur expliquer les enjeux de cette grande découverte. Alors vous êtes chercheuse en microbiologie et en génétique, je le disais, vous travaillez sur les bactéries notamment. Comment peuvent-elles se défendre face aux virus ? Les virus, on en parle beaucoup en ce moment et depuis maintenant, hélas, 2 ans et demi, notamment du Covid. Je tente quand même la question, l'immunité collective face au Covid, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est utopique ? Alors moi, j'en sais rien. Je peux vous répondre sur l'immunité collective des bactéries si vous voulez, mais celle des humains, c'est pas mon domaine. Mais vous essayez quand même de voir. Je sais que vous avez trouvé par exemple 2 systèmes, on va dire, de protection des bactéries face aux virus, qui portent d'ailleurs des noms. Je les ai notés, je crois, 2 systèmes qui s'appellent... Les viperines et les rétrons. Voilà, les viperines et les rétrons. Est-ce qu'on peut les retrouver chez les animaux et les humains ? Oui, c'est assez fantastique. Ça fait partie des nouvelles découvertes qui ont eu lieu très récemment. C'est qu'on découvre plein de systèmes chez les bactéries. Et parmi ceux-là, des systèmes qui sont partagés par le système immunitaire des humains, des animaux, des plantes, et ceux des bactéries. Mais les bactéries, elles peuvent avoir une immunité collective ? Ah oui, parce que les bactéries, elles peuvent ensemble réagir face à une infection virale au niveau de la population. Par exemple, en ayant une bactérie qui va se suicider pour le reste de la population pour empêcher que l'infection virale se transmette au reste de la population. Ouais, je vais quand même essayer de revenir à ma question. Dites-nous au moins, si vous ne pouvez pas répondre, pourquoi vous ne pouvez pas répondre ? C'est intéressant. Vous dites d'abord que vous n'êtes pas médecin, ça on le comprend. Mais vous dites aussi qu'on ne peut pas parce que d'abord ce virus Covid, il a plusieurs variants. On ne sait pas si l'immunité, ça veut dire ne pas tomber malade ou alors être positif sans symptômes. Voilà, je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas ce qu'on appelle immunité collective. Est-ce que c'est avoir des formes graves ? Est-ce que c'est pas en avoir ? Je ne suis pas experte. Mais aussi, je pense que d'un point de vue, moi en tant que virologiste des bactéries, ce que je trouve assez fascinant avec le SARS-CoV-2, c'est son évolution. C'est très difficile de prévoir qu'est-ce qui va se passer. Et je pense que peu de prédictions au tout début pensaient qu'on allait avoir tous ces variants, toutes ces choses-là, des variants sûrement. Lesquels, comment, on ne sait pas. Ça fait partie de l'aspect absolument fantastique d'étudier la biologie. On est toujours surpris. Mais c'est jamais terminé, on est toujours surpris. Pourquoi est-ce que c'est important de mieux comprendre les ressemblances qu'il pourrait y avoir entre l'immunité des bactéries et celle des animaux et des êtres humains ? Déjà, je pense que fondamentalement, ça nous dit beaucoup de choses sur le fait que le vivant ne forme qu'un d'une certaine façon, vu que les mécanismes moléculaires qui vont sous-tendre cela vont pouvoir avoir des liens. Donc, de ce point de vue-là, fondamentalement, c'est passionnant d'un point de vue évolutif, mais pour des applications, ça peut peut-être nous dire que si on trouve des moyens intéressants pour les bactéries de se défendre contre des virus et qu'ils existent aussi chez les humains, il y a potentiellement des applications en santé ou s'ils sont partagés par les plantes en agriculture. Voilà donc pour l'application possible et les espoirs que ça soulève. Alors à l'échelle mondiale, j'imagine que vous connaissez le chiffre, 33,3% des chercheurs dans le monde, des chercheuses sont des femmes, donc ça fait pile poil un tiers, 2 tiers sont des hommes, on est en 2022, c'est un chiffre de l'Institut statistique de l'UNESCO qui couvre quand même 107 pays. Ça paraît étonnant quand même en 2022 encore. C'est très triste et ce qui est triste et qui n'est pas mentionné dans ce chiffre, c'est qu'il est stable. On pense aujourd'hui qu'il faut juste attendre que la parité, elle se fasse parce que 50% des doctorantes, des doctorants et des doctorantes sont des femmes, en biologie en tout cas. Donc on pourrait dire qu'il faut juste attendre. Mais non, en fait, on n'y arrive toujours pas. J'ai vu 30% quelques années avant et là on est à 33,3%. Ah oui, mais du coup, vous faites le calcul. Quand est-ce qu'on y est à la parité ? On va attendre que je sois morte 3 fois avant d'arriver à 50%. Donc la question, c'est combien on n'a pas envie d'attendre. Et aussi, mais la question, c'est pourquoi ? La question est pourquoi. Il y a énormément d'études qui ont été publiées sur le sujet et qui le démontrent. Et en fait, à chaque étape du processus de sélection de la science, il y a des biais, ce qui fait que, d'une certaine façon, les femmes vont faire de l'autocensure et les structures vont, on va dire, mettre des obstacles qui ne sont pas forcément visibles
pour les femmes. Mais vous l'avez constaté, ça, vous? Ah oui, je peux le voir. Des copines, Évidemment, c'est très visible. Je pense que des hommes comme des femmes le constatent. Ça passe par à quelle position on va avoir, qui s'occupe des enfants. Beaucoup d'études sont parues pendant le Covid, quand il y avait un couple de chercheurs, les personnes qui s'occupaient à la maison pendant le confinement, ça allait être les femmes. Enfin, il y a tout un tas de petites choses qui ne sont pas forcément les plus visibles. Et du coup, la chercheuse décroche, parce qu'on sait le temps que ça prend. C'est chronophage, évidemment, même s'il y a la passion. Et d'accord, il y a de la passion, mais il y a un moment aussi, il faut faire des choix. On nous demande de déménager pour aller se former dans les meilleurs instituts. C'est super. Il y a des attentes envers ce qu'on doit faire. Et comment vous agissez, vous, en quelques mots? Donc, moi, ça fait à peu près 10 ans que je travaille sur le sujet. Et la chose la plus importante pour moi, c'était d'abord qu'il y ait une prise de conscience. Et celle-là, je pense vraiment qu'elle a eu lieu depuis 10 ans. On a vu les institutions qui ont changé de discours là-dessus. Et maintenant, ce que je me bats au quotidien déjà, c'est mentorer des jeunes femmes pour que, dans mon laboratoire, elles y aillent et elles aillent chercher ces postes, même si leur système leur est défavorable. C'est aussi aller mentorer toutes les femmes que je rencontre et aller essayer d'ennuyer les institutions pour qu'elles évoluent et pour leur dire que c'est absolument pas normal et qu'on ne peut pas attendre. Voilà, avis à bon entendeur, c'était Aude Bernheim. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau.